poursuivons la discussion en matière de stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron, à nos côtés en plateau également, stratégiste de Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Oui, le cas pratique du jour, c'est, bon, dans l'environnement complexe qu'on ne va pas redécrire, des marchés qui sont déjà très négatifs depuis le début de l'année, depuis plusieurs mois, la question étant de savoir si, alors, est-ce que ça peut être encore pire ou est-ce qu'il y a quand même un moment des forces de rappel alors, qui peuvent déclencher ce qu'on appelle un bear market rally. Peut-être qu'il faut expliquer ce qu'est ce concept, parce qu'on vit quand même depuis longtemps dans un énorme bull market global. Ça a changé visiblement depuis. Et qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur, justement, peut-être d'une réaction positive de marché dans un environnement qui plaide évidemment pour beaucoup de prudence, voire de pessimisme. Oui, trouvons des moyens de positiver, mon cher Grégoire, car l'optimisme n'est pas débordant dans notre industrie ces dernières semaines. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut faire pour que nos éditeurs comprennent bien ce concept du bear market, rallye, etc., c'est de caractériser l'environnement. Depuis la crise de 2008, nous sommes dans un marché haussier, dans un des cycles haussiers, alors dans un des cycles économiques et un des cycles boursiers haussiers les plus longs, les plus puissants de toute l'histoire. Donc ça fait 13 ans que les marchés montent. Et pour ce faire, bien évidemment, il y a eu les résultats des entreprises qui sont montés ces 10 dernières années, mais surtout, il y a eu des injections monétaires de la part des différentes banques centrales. Et lorsque l'on superpose la courbe du bilan, des différents bilans des banques centrales et qu'on la superpose avec la capitalisation boursière mondiale, on se rend compte que plus les banques centrales injectent, plus les marchés montent. Si les banques centrales arrêtent d'injecter, les marchés s'arrêtent. Et donc, depuis ce début d'année 2022, on a un changement de régime où nous sommes passés au mieux d'un marché haussier à un marché neutre, au pire, au début d'une période d'un marché baissier qui peut durer 6 mois comme elle peut durer 18 mois. Et qui dépendra bien évidemment de beaucoup de sujets dont vous venez de parler avant, l'Europe, la Russie, les conflits, la reprise de la Chine, etc. On a quand même, notons-le, ajusté les actifs risqués. Et ça ne date pas d'hier. Depuis déjà 1 an, les opérateurs savent qu'à un moment, la poire pour la soif va s'arrêter, que les liquidités vont se restreindre comme peau de chagrin, et qu'à un moment donné, si vous arrêtez, j'aime bien cette image du ventilateur derrière un avion en papier suspendu, si vous arrêtez le ventilateur, l'avion ne va pas voler tout seul. Voilà. Déjà depuis l'année dernière, on en a souvent parlé ensemble ici, il y avait des dégonflements de bulles. Bien sûr. Et c'était une bonne chose. Dégonflements sur les SPAC, les IPO, les valeurs américaines de croissance qui ne gagnent pas d'argent, le côté crypto-monnaie, etc. Et en ce début d'année, on va dire que cet abaissement des leviers, dû à cette contraction un peu de la liquidité globale, eh bien, est venu impacter aussi les grandes valeurs, les grands indices. Ça va plus loin que les seuls actifs très spéculatifs dans la hiérarchie des marchés. Alors, on n'a pas aidé. On n'a pas été aidé. Non. Fin février, la Russie envahit l'Ukraine. Forcément, ça met une dose d'aversion au risque supplémentaire, chose dont on n'avait pas forcément besoin à ce moment-là. Et ça vient peser globalement sur le marché. Donc, on est dans un marché, comme je vous le disais, qui est au mieux neutre, avec une chape de plomb fondamentale de long terme au-dessus de la tête et d'hypothétiques forces de rappel en dessous. La question, c'est est-ce que les forces de rappel sont dans la zone de prix actuelle ou est-ce qu'elles se matérialiseront 10 ou 15% plus bas ? Partons du principe que nous sommes dans un marché transitoire qui passe non pas de haussier à baissier, mais de haussier à neutre. C'était mon scénario depuis le début de l'année, une année erratique. Taux ondulé, c'est ça ? Voilà, la taux ondulée, le marché perd 20%, on achète, le marché reprend 20% comme le mois dernier, on sort et on fait du ping-pong dans cette zone de prix. Si on part de ce principe-là et que l'on étudie tous les indicateurs de sentiment actuels, on est dans un pessimisme relativement fort. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, à chaque fois qu'on avait des vagues baissières et qu'on avait un petit peu de peur qui se matérialisait dans les indicateurs, on repartait. Là, on est dans une peur bien ancrée. Et ça se voit dans toutes les places économiques, de l'investisseur particulier jusqu'au gérant professionnel. Les gérants n'ont jamais eu autant de cash.
Les enquêtes des investisseurs en Europe et aux États-Unis montrent que le sentiment est au ras des pâquerettes. Un pessimisme assez fort. Les indicateurs de Bank of America, Merrill Lynch, CNN Money, tous pointent dans cette zone de peur. Et de cet excès de pessimisme, sans forcément qu'on ait de bonnes nouvelles, oui. On pourrait tout simplement tenir puis reprendre de la hauteur parce que le marché pourrait se dire bon bah et si ce n'était pas pire. Sans mauvaises nouvelles supplémentaires, ce serait déjà peut-être suffisant pour déclencher, alors quoi, quelques achats tactiques. C'est ça qu'il faut avoir en tête, Nicolas. C'est bien. Parce que quand le marché commence à rebondir, tout de suite, évidemment, le prix, il n'y a rien de tel que le prix pour changer le sentiment. Donc, quand ça commence à rebondir, on se dit, oh là là. C'est ce que je disais début de semaine, parce que il y a 8 jours, je demandais à mes lecteurs s'ils étaient plutôt haussiers ou baissiers. On était à 50-50. Et ce week-end, alors que les États-Unis avaient clôturé au plus bas, on avait 60% de baissiers. Et voilà, c'est ça. Donc on voit bien comment le sentiment peut vite changer. C'est toujours un peu procyclique. Ce qu'il y a, c'est que là, on a une partie des particuliers qui sont sortis, une partie des professionnels qui sont sortis. Les particuliers sont à un niveau de cash au plus haut des 10-15 dernières années. Donc, il peut y avoir des achats tactiques. Donc, le fameux bear market rally, c'est quoi? C'est que, alors, bear market, c'est un marché baissier. Ça voudrait dire qu'on est passé d'un marché haussier à un marché baissier. Et un rallye de bear market, c'est un rebond technique à l'intérieur d'une séquence baissière. Donc, on baisse fin février, début mars. On reprend 15%. C'est un rebond de marché baissier. Puis, on voit bien que ça retombe rapidement. Ça ne change pas la dynamique de fond. Non. Et c'est ce qui peut permettre à des investisseurs coincés d'alléger si le marché remonte. C'est ce qui peut permettre à ceux qui ont, je dirais, l'expérience ou le cran d'acheter quand on a peur, comme ici, de faire des gains de court terme. Mais il faut le rappeler, pour l'investisseur débutant ou l'investisseur de moyen long terme, c'est surtout une période d'incertitude où il ne faut peut-être pas faire grand-chose. Oui, c'est ça. Effectivement. Attention, quel profil de risque, quelle capacité vous avez à gérer effectivement des phénomènes de marché parfois importants. Si on essaye d'élargir un petit peu au-delà des marchés actions, effectivement, un mouvement de soulagement, rallye de bear market, qu'est-ce que ça implique sur les classes d'actifs, Nicolas? Ça implique qu'on peut avoir un rebond donc, sur l'ensemble des différents indices, sur aussi les valeurs les plus survendues, les plus baissières depuis le début de l'année, et qu'on peut avoir des achats tactiques là-dessus. Ça peut engendrer de l'appétit pour le risque pour les crypto-monnaies, si ce n'est que les crypto-monnaies, c'est une des classes d'actifs ultra spéculatifs qui profitaient de l'ultra-liquidité. Donc on peut avoir un rebond technique, mais ça ne reste qu'un rebond technique. Et en fait, sur la plupart des actifs, je ne nous vois pas sortir des zones de prix que nous travaillons actuellement. Par contre, je pense qu'il faut complètement oublier le directionnel. On n'est plus dans un marché directionnel, on est dans un marché erratique. Et du coup, soit on attend, soit on fait vraiment du tactique. Voilà, des achats dans les creux sur des dossiers survendus, des rattrapages sur des secteurs qui ont été complètement délaissés. Mais on ne revient pas, par exemple, vous voyez, sur les small caps. Je comprends. Parce que les small caps ont besoin de bien plus de temps pour que les particuliers reviennent, pour que les gestions reviennent, etc. Il y a une question clé autour des GAFAM. Alors le Nasdaq, on l'a beaucoup décrit avec vous. La correction a commencé déjà à l'automne 2021 avec la partie la plus spéculative. On a beaucoup de valeurs. Une bonne moitié du Nasdaq qui est déjà à moins 40, moins 50. Certaines sont à moins 70. Mais le Nasdaq n'est qu'à moins 20 parce que quelques GAFAM ont bien tenu. Oui. On peut raisonnablement s'appuyer sur cette idée-là encore pour la suite, ou est-ce que le risque, c'est plutôt de voir une forme de capitulation finale qui entraînerait quelques GAFAM, Microsoft, Apple, Alphabet, Google, qui sont encore en train de tenir le marché américain, en tout cas qui permettent au Nasdaq de ne pas être à moins 40 et d'être seulement à moins 20. Alors, c'est là où, quand on est investi sur les marchés, il y a toujours un risque de jouer trop fort. L'excès de pessimisme à l'heure actuelle me semble risqué, dangereux. Parce que justement, en fait, on a eu les small caps qui ont lâché, puis les big caps qui ont lâché. Maintenant, on a les méga caps américaines qui tiennent le marché. Alors, c'est une poignée, puisqu'on a vu Meta, Netflix et d'autres c'est déjà mort. lâcher. Donc là, on parle de Microsoft et d'Apple c'est ça. qui, à bout de bras,
grâce à des chiffres quand même mirobolants, rappelons-le, tiennent les indices. Si eux lâchent à leur tour, là c'est un effet domino et on passerait à ce moment-là au stade supérieur de la peur à la panique. Ouais. Ce qui serait de nouveau une source d'opportunité. Mais c'est pour ça que dans la zone actuelle, on peut être en partie investi, mais pas non plus trop confiant. Non. Le concept du bear market rally qu'il faut expliquer peut-être en ce début de deuxième trimestre sur les marchés. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc Nicolas Chéron, je le rappelle, stratégiste de Zone Bourse qui était avec nous, et Fabrizio Pagani qui nous accompagnait également en plateau Musinique. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure sur Bismart.